J'ai rencontré Daft Punk, ils avaient 17-18 ans, c'était en janvier 92, une semaine après le concert de Stereolab. Donc on a sympathisé assez rapidement. Ce qui était drôle, quand je les ai vus arriver, c'est deux petits bonshommes. Il y en a un qui faisait un petit peu David Gilmour, ils étaient très maigres, et ils avaient l'air assez espiègles. Je me suis vite attaché à ces deux personnages. Je les ai rencontrés bien avant Homeware parce que je les connaissais, on traînait dans les mêmes magasins de disques, donc pour nous c'était des petits branleurs, les Daft Punk. C'était des kids qui écoutaient de l'indie rock, qui se la pétaient un peu parce qu'ils avaient sorti leur 45 tours en Angleterre. Mais en même temps, ils avaient quand même une espèce déjà d'aura. Je me souviens d'une fois où j'ai monté un groupe et on s'est retrouvés à 5 dans le groupe avec Guy Manuel à la batterie, Thomas à la guitare, moi je jouais de la basse, il y avait une chanteuse et on commence, on fait des répétitions, enfin on en fait une, on fait des reprises de Black Crowes, peut-être que ça c'est étrange pour les gens de savoir qu'ils aimaient les Black Crowes et Guy Manuel me promet qu'il va écrire lui des morceaux et il se trouve que 15 jours après je vais chez Thomas. Et je demande à Guy Manuel, alors les morceaux, où on en est? Il me dit, ouais, c'est bon, au bout d'une demi-heure, je dis alors. Et il se trouvait que Thomas, dans la pièce principale, avait un piano. Et bon, j'oblige un peu Guy Manuel à me faire écouter ces morceaux. Et je m'aperçois très rapidement qu'il n'a absolument rien fait, sauf qu'il commence à improviser. Et là, il me pond une chanson digne des Supremes, un truc incroyable. Et là, je me suis dit, quand même, ces types sont vraiment incroyables, parce que le type avait vraiment improvisé, et c'était pas, il n'a même pas cherché, il a dû chercher, je sais pas, 30 secondes pour trouver des accords. Il m'a fait un truc, moi je lui ai dit, mais non, on n'est pas assez bon pour avoir des morceaux comme ça, c'est un petit peu... c'est trop fort pour nous. Et là j'ai vraiment, je le savais, je le sentais, mais là je me suis dit, là vraiment, j'ai affaire à des sacrés personnages. L'ambiance des premières rêves en France, c'était quelque chose de fabuleux. C'est un peu comme, j'imagine, hein, j'y étais pas, mais les premières tough rock ou les premières tough jazz, c'est un petit groupe d'allumés qui se droguent et qui écoutent de la musique à fond. Tout le monde se connaît. À l'époque, moi, comme je dis souvent, quand on entendait de la techno dans une bagnole à Paris, on allait voir qui c'était parce qu'on le connaissait forcément. Tout le monde se retrouvait, c'était une grosse faune, alors tout était mélangé, il y avait beaucoup de gays, parce que ça venait du milieu gay, beaucoup de travestis, et puis pas mal de LSD, d'ecstasy. Ça a commencé à prendre comme une mèche, quoi. Il y a eu de plus en plus de grosses teufs, de grosses rêves, et c'était un super état d'esprit. Personne ne connaissait cette musique, personne n'en écoutait, aucune radio n'en passait, mais vraiment aucune. La seule radio qui en passait, c'était FG, qui passait des cassettes de musique classique le matin, des cassettes de techno l'après-midi, et le soir, c'était des émissions de cul super trash. Moi, je me rappelle très bien qu'ils sont venus dans cette teuf à Nanterre, qui était une teuf très sauvage, hein, donc dans un entrepôt de bureau. Thomas est arrivé avec son DAT et il voulait tester leur son, quoi. Et je me rappelle très bien parce que la réaction a été... les gens se sont mis à crier. C'était vraiment très fort tout de suite, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que pareil, moi, la première fois que j'avais entendu, ça devait être 1 ou 2 mois avant, j'étais justement chez mon copain Médéric, qui avait une maison à Garches. Dans son jardin, il y avait un barbecue,
Et il y avait un DJ qui passait E-Live. Et j'étais au fond du jardin et je commence à entendre le truc et je dis mais c'est quoi ce truc-là? Et direct je me suis levé, j'ai traversé tout le jardin, j'ai été voir le DJ, je dis mais c'est quoi ce truc-là? C'est mortel et tout. The sound, this is the strange thing, because Thomas was like this guy who was always collecting things, because they really got into this Chicago thing, which became a bit of a blueprint for the later Daft Punk and some of the tracks on the first album. Sneak. Yes, DJ Sneak and the like, and then they started to buy the same samplers as DJ Sneak, so they buy this, what was the name? APC. APC? I can't remember, but they bought this one thing. Okay. There's this Steve Poindexter record called Work That Motherfucker, and it's like a really rough, like banging kind of Chicago track. They were into Rush and all that. And he said that's the drum machine that Work That Motherfucker was made on. And he played this, it was an RZ1. ASR and it had these little sample pads in it that you hit, and you made this track up. And I said, what's that? And it was a ghetto blaster. You know, the kind of things that sort of B-boys and stuff used to walk about with on their shoulder? He goes, that's the speakers. That's the monitor. I says, what do you mean that's the speakers? He says, that's what we master the records on. I says, that's just crazy. What are you doing? He said, well, if it sounds good on that, it's going to sound good on anything. He actually, Thomas had a dream, a nightmare. The Ghetto Blaster was either broken or lost, I can't remember properly, and they couldn't make music anymore. This was a real dream. What particularly caught our ear about the first demo was the excitement in the it. excitement of the sound and the brutalness of the sound. It was quite rough and very, very raw. It almost had a rock and roll element to it, but at the same time, it had this energy that you weren't hearing on other records. You weren't hearing them on. You could almost hear influences on the records, but you could hear something different or another edge. And I think that rock and roll background really came into play when you heard that music. For the first time, you thought, there's something else here. There's something. These guys are not from a strictly techno background or a strictly house background. They're from something else. Il y avait un mélange subtil, une énergie, quoi. C'était assez différent d'une soirée techno, en réalité. Par rapport au son, sur Daft Punk, je crois que ce qui était aussi intéressant, c'est qu'il y avait des influences, un mélange subtil de musique qui venait de la house de Chicago ou de la techno de Détroit ou même de la musique techno qui venait d'Angleterre. Ils avaient réussi à ce que ce mélange fonctionne, en fait. On ne pouvait pas dire « Ah tiens, c'est très rock » ou « c'est très soul » ou « house ». Ils ont intégré tout ça et ils en ont fait leur propre son, en fait. There was a party at the end in London when they came and played, which was a really hot ticket. Everybody, because they all, mysterious ways, whatever. The word about Daft Punk, the way they started, they just had this kind of X factor about them, and their reputation kind of. It was very, very strong with the kind of underground house scene in London from the start, but also, people from fashion, people from they just attracted a kind of a very fashionable crowd in London, and they came and played this show at the end where they were actually DJing, which is something they very rarely have done in their career, in a conventional sense, and. I remember that show, and I'm pretty sure that was before Defunk, and that was the first time they were playing some of the music from that first album. And it was quite a humble appearance when you think of,
what they ended up looking like when they go out and play live on the odd rare occasion they have. But it was just two guys behind a table. En septembre 95, les Daft Punk, c'était quand même encore des outsiders. En Angleterre, la scène électronique est pas installée, mais elle est quand même là depuis plus longtemps que chez nous en France. Il y a des magazines déjà qui sont dédiés à cette culture, il y a des radios, il y a une communauté, il y a une réelle culture, il y a une réelle club culture et une culture de la musique électronique qui est naissante en France, mais là-bas qui est déjà à son adolescence, si on doit faire un petit parallèle. Et en Angleterre, il y a déjà des leaders, il y a déjà des duos comme ça qui explosent, qui sont connus, Chemical Brothers, des groupes, Prodigy, des choses comme ça. Et les petits Français de Daft Punk arrivent de l'autre côté de la Manche à faire du bruit, à intriguer un peu la presse anglaise et puis tous ces artistes. Les Chemical d'ailleurs vont faire appel à Daft Punk pour remixer un des premiers singles du premier album des Chemical Brothers. Donc c'est pas rien, c'est une certaine forme c'est un adoubement des grands Chemical Brothers aux petits Daft Punk à l'époque. Mais il y a, je pense, une excitation sur une façon, sur un son et une manière de mélanger des univers qui étaient soi-disant antinomiques et finalement qui peuvent se croiser et créer quelque chose d'explosif, à savoir la force de la musique électronique, puisque c'est l'ADN même de la musique de Daft Punk, mais avec des codes qui sont empruntés au rock, et donc ou une scène plutôt indépendante. Et c'est là, effectivement, qu'il y a un mouvement qui est en train d'exploser, en train de naître. From the start, they just had it in terms of the kind of skill set to become great producers. They just made a great noise. They made great choices. That's kind of what production is. It's like a process of elimination. So whatever they did in the studio, and I know now retrospectively what they were doing was quite retro in terms of the way they were making music and the samplers they were using and the way they were going about getting the sound. And I know, again, retrospectively, when I've heard them talk about those times, they were just fans of Chicago and New York house and Detroit, and they just wanted to express themselves and make music like that. It was that simple at the start, but the way they'd gone about it, I mean, Thomas had in particular, had a bit of a musical background with his family, and obviously they'd gone about in Paris and seen what else was going on, and so they fitted, at the beginning they did fit that kind of French house scene, which was always from us in the UK looking at it, the French, they kind of packaged it better probably than the Brits. All the artwork was really cool and all the labels looked really, really cool, and there was a gang in Paris at that time, and they all knew each other, and they were having a lot of fun and making a lot of very important records actually, you could just, it became a saying straight away, French house. It was like this cut up kind of dirty disco that was like distorted, and it was kind of everything that was wrong about it made it great. Si le mot French Touch existe, c'est parce que les premiers à parler de cette scène, c'est pas les journaux français, c'est les journaux anglais. Les journaux comme Jockey Slut, comme DJ Mag, etc. Parce qu'il y a l'Eurostar qui arrive en 92, et l'Eurostar, soudain, les Anglais se rendent compte qu'ils ne sont plus une île. Ils viennent à Paris, ils découvrent le clubbing à Paris, ils découvrent Daft Punk, ils découvrent Cassius, ils découvrent Motorbass, ils découvrent toute cette scène, et ils se disent, il se passe quelque chose en France. Ils n'avaient pas idée qu'il pouvait se passer quelque chose en France. Donc ils reviennent en Angleterre chargés de Daft Punk, leur premier single sur un label écossais. C'est pas un hasard. À l'époque, ils sont vraiment les fers de lance de ce qu'on appelle la French Touch, qui est un mouvement un peu artificiel, mais qui est il y a eu un élan, il y a eu une espèce de volonté de se dire, il y en a marre, il y a basta. On en a marre d'être ringard, qu'on nous dise ce qu'on doit faire en studio, on fait ce qu'on a envie de faire. Donc il y a toute cette génération, avec peut-être Motorbass en premier, qui le fait et qui s'approprie ces outils électroniques et qui en fait quelque chose d'autre. Parce qu'en France, on a un avantage sur les Anglais, notamment à cette époque-là, c'est qu'on a une énorme culture disco. Et que là-dessus, eux, ils plaquent sur des rythmiques house, sur des rythmiques venues de la musique électro.
des bons gros riffs disco. Et c'est ça la French Touch, c'est le mariage de cet héritage disco et de la musique électronique. Un jour de juin 96, je déjeune avec Thomas dans un restaurant chinois du 18e arrondissement. Et il me dit, bah, tiens, on est en studio avec Guy-Man, on est en train de travailler sur notre premier album. Et on va avoir besoin de quelqu'un pour nous aider à répondre aux fax, à répondre à toutes les demandes entrantes de booking, de remix, de choses comme ça, parce que nous, on n'a pas le temps, on veut se consacrer à notre disque, à la musique. Et on aimerait bien que ça soit toi, on aime ton énergie, on voit que tu es actif. Moi, j'ai 21 ans. Certes, j'organisais des soirées. Certes, j'avais plaqué 3 mois de droit, mais j'avais aucune notion du music business ou du management ou de ce genre de choses, quoi. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'il y a une petite étoile au-dessus de ma tête qui m'a dit « Prends ce chemin-là plutôt que de continuer dans la nuit ». À l'époque, il était question que je travaille avec les gars de Respect pour faire une nouvelle soirée au Queen plus importante. Et finalement, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure Daft Punk sans réellement savoir où ça allait nous mener, tout ça. À l'époque, tout se faisait chez les parents de Thomas, dans lequel il avait son propre studio. Il avait transformé sa chambre en studio, en home studio, c'était le grand truc de l'époque. Et donc après le déjeuner, d'ailleurs, on monte au studio et Thomas me fait écouter des ébauches de Around the World. Plus tard, je comprendrai l'importance de ce disque-là, mais déjà, j'ai été séduit, effectivement, rien qu'en écoutant quelques mesures de ce morceau-là. Et donc, non, l'idée, c'est d'attraper une pile de fax qui traîne donc chez les parents de Thomas et de répondre doucement. Donc, pendant que Thomas et Guy-Man sont en studio en bas, moi, je suis dans le salon en haut en train de répondre aux fax de façon complètement aléatoire, quoi. En tout cas, je prends des paquets de fax et je les lis un par un. Ok. Il y avait beaucoup de demandes de booking. À l'époque, il faut dire que le Daft Punk sur scène avait déjà réussi à créer... parce que moi, quand je les ai rencontrés donc en 95, c'était lors d'une tournée déjà pour la sortie d'un maxi chez Soma. Donc, entre le label écossais, l'énergie de ce duo français et leur talent et le show, ils avaient déjà suscité une demande. Il y avait déjà une demande assez importante. Donc je pense qu'ils auraient pu laisser tomber leur album et faire une tournée mondiale dans tous les clubs et les raves du monde entier. Ils ont préféré finalement mettre un pare-feu comme ça. Moi, c'est simple, ils m'ont dit, tu vois cette pile de fax, tu réponds non à tout. Moi, parce que maintenant j'ai un peu de recul, mon talent, disons, ça a été peut-être de répondre non d'une jolie façon plutôt que de répondre non sèchement. Mais c'est vrai que mon rôle, c'était de refuser tout, de dire non à tout. Avec Around the World, et grâce au clip notamment, c'est vraiment l'intrusion de cette scène post-rave, post-rave électro dans le grand public, parce que c'est vraiment de la pop. Mais comme 20 ans avant, 15 ans avant, Kraftwerk avait réussi le même exploit de faire venir de la musique d'avant-garde, ou David Bowie avec Heroes, des chansons comme ça. C'est à ce niveau-là pour moi, cette chanson Around the World. C'est une chanson qui pompe, qui vient puiser ses influences dans l'avant-garde et qui la transforme, qui la traduit en pop musique. Et ça, c'est quand même le signe de grand génie d'être capable de faire ça, de prendre des idées d'avant-garde et de les traduire pour que tout le monde les comprenne. On leur a reproché, d'ailleurs, à l'époque, des gens leur ont reproché d'extirper cette musique à l'underground et de l'amener vers le champ de la pop. Mais eux, ils avaient toujours fait ça. Ils avaient toujours aimé cette musique. Ils aimaient les Buggles, ils réagissaient sur des chansons, c'était vraiment le système de la chanson qui les intéressait. Parce qu'ils s'en foutaient complètement des puristes.